Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intérêt pour cette présentation. Donc, moi, mon nom, c'est Karl Hansson. Je suis professeur au Centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève, que je dirige aussi depuis début de cette année, quand même assez particulière. Nous avons cette formation qui, dont le titre officiel, c'est la maîtrise universitaire interdisciplinaire en droit de l'enfant, ou appelé aussi le master en droit de l'enfant, ou encore plus court, le MID. Alors, pour donner un peu de contexte, cette formation est offerte ou organisée dans le cadre des activités du Centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève, qui est un des 13 centres interfacultaires de notre université. Nous avons la particularité d'être basés à Sion, donc pas à Genève même, qui s'explique de par son histoire. En fait, l'institution ou le centre est une reprise des activités académiques qui étaient avant déjà organisées par l'Institut universitaire Kurt Bosch entre 2002 et 2014. Et le master dont je vous parle a en fait été créé déjà avant 2015, notamment en 2008. On a démarré avec ce master, donc à l'époque IUKB, mais maintenant depuis 2015, donc depuis 5 ans déjà, complètement et entièrement intégré dans l'Université de Genève. Nous avons en tant que centre interfacultaire, un règlement d'organisation, des organes de gouvernance. Vous pouvez les trouver sur notre site web, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais c'est quand même son contexte institutionnel avec centre interfacultaire, veut aussi dire des collaborations avec des facultés. Pour nous, les facultés concernées, c'est les facultés de droit, psychologie, psychologie et sciences d'éducation, sciences de la société et médecine. Je reviendrai là-dessus un peu à la fin. J'aime bien notre acronyme. Bon, là, en français, donc on se présente en tant que CID. En anglais, nous sommes le Center for Children's Rights Studies. Donc, c'est un centre qui étudie les droits de l'enfant, et je reviendrai là-dessus. Notre but en tant que centre, c'est l'étude interdisciplinaire des droits de l'enfant en tant que champ académique spécifique et ses liens avec des champs plus larges. Donc, ce qui nous caractérise, en fait, c'est quand même, on est centre interfacultaire. Nous, on aurait bien souhaité aussi d'être centre interdisciplinaire et interfacultaire, mais ça devient un peu trop long. Et donc, cette interdisciplinarité, même si on a dans notre titre droit de l'enfant, qui pour certains se dit, c'est la faculté de droit, mais non, le phénomène, c'est comme les droits humains, qui est un ensemble qui est investi pas que par des juristes, mais aussi par d'autres approches. Ici, on a psychologie, sciences sociales et sciences humaines en général, en fait, qui s'intéressent à ce phénomène. Donc, c'est le but du CID même. Ici, je vous ai mis, c'est un petit clin d'œil à la journée, parce que la journée de master, il ne faut pas se voiler la face. Nous, on fait aussi de la publicité pour attirer les étudiants. Donc, je me suis inspiré de quelques publicités que des universités peuvent faire. Ici, c'est une université avec laquelle je n'ai pour le reste pas de lien particulier, mais qui mobilise des images des enfants pour dire venez étudier chez nous, je suis une conquérante. Et puis on va voir d'autres de ces images. Alors, notre centre, il a des activités d'enseignement, de recherche, service à la cité, qui en fait, c'est la mission, l'alpha et oméga des missions des universités. Donc, on fait l'enseignement et principalement, enfin, si vous voulez, notre vaisseau amiral, le flagship, un enseignement la plus visible actuellement, c'est clair que c'est la maîtrise interdisciplinaire en études des droits de l'enfant, ou le MID. Mais après cela, on est aussi impliqué surtout dans des formations continues. On a un Master of Advanced Studies in Children's Rights et on a aussi plusieurs formations continues sous forme de DAS ou CAS. Et donc, c'est un enseignement. Donc, ce MID s'insère aussi dans un ensemble d'autres enseignements. On a, en tant que centre académique, on a aussi des projets de recherche chez nous. Donc, il y a mes collègues et moi-même, on n'est pas que des enseignants qui, comme vous connaissez ça certainement dans votre parcours d'étudiante jusqu'à maintenant. Donc, on est aussi actif dans la recherche, on encadre des chercheurs et en fait, ça alimente en même temps aussi les questions de notre enseignement. Service à la cité, c'est aussi important, même si c'est pas directement visible en tant qu'étudiant, mais finalement, le fait que nous avons des liens privilégiés avec le système onusien, avec des acteurs dans les administrations cantonales ou fédérales, au niveau des organisations internationales, ONG, ça rend aussi, et puis c'est aussi des éléments qui rendent cet enseignement
ces activités d'enseignement qui les insèrent aussi dans la cité. Donc voilà, et on a ces relations extérieures comme tout et chacun qui est... J'ai une question de quelqu'un qui s'intéresse au DAS et CAS. Donc, en fait, il faudrait, je peux, peut-être c'est une question que vous pouvez poser ou regarder aussi sur le site web et qui est en lien avec la formation continue. Donc, il y a aussi le centre de formation continue de l'Université de Genève vous l'expliquera. Il y a des questions ce qui ne concerne pas le MIT. Donc là, on est vraiment dans la formation continue, le diplôme of advanced studies, le certificate of advanced studies. Et donc, de manière générale, ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, je veux bien répondre un peu à la fin si vous êtes intéressé par ces formations spécifiques. Mais aujourd'hui, ou maintenant, en tout cas, je regarde ce MIT pour entrer un peu plus en détail sur notre maîtrise universitaire en droit de l'enfant, qui est un programme. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a commencé déjà en septembre 2008, on a fêté les 10 ans il y a 2 ans, donc c'est toujours quand on a vécu les origines de cette formation, on dit voilà, on est une toute nouvelle formation, mais finalement le temps il avance. Donc on a déjà quand même notre 12e volet qui démarre l'année prochaine. On a une formation universitaire de 2e cycle de 3 semestres d'études, donc 90 crédits CTS. Et on a commencé en 2008 avec 19 étudiantes. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près dans la volée actuelle à 60 étudiants pour la volée. Donc, on a vraiment constitué un groupe relativement important. Ça nous a posé des défis, donc cette augmentation des étudiants. Mais là, on était, en tout cas depuis 4 ans à 45, maintenant 54 l'année passée, cette année 60. Donc, je ne sais pas si on va se stabiliser autour de là, mais en tout cas, c'est quand même un groupe assez conséquent. Pour améliorer les connaissances théoriques et pratiques, voilà, c'est un peu le langage, quels sont les objectifs de cette formation, et offrir des compétences approfondies en droit de l'enfant, avec des conditions d'admission qui sont, comme c'est une formation interdisciplinaire de 2e cycle, nous n'avons pas, c'est peut-être une particularité, mais nous n'avons pas une formation du 1er cycle. Quand on compare ça, il y a des formations à l'Université de Genève. Si vous êtes en faculté de droit, mais vous avez un bachelor en droit qui est 1er cycle, et tout logiquement, vous avez votre master en droit en 2e cycle. En droit de l'enfant, mais il n'y a pas de bachelor qui est offerte en études des droits de l'enfant. Donc nous, on est assez ouvert finalement à ça, et on accepte des bachelors de différentes disciplines. Donc je parlais au début de nos 4 facultés partenaires, donc droit, psychologie, sciences de l'éducation, sciences de la société, donc sciences sociales. Donc on est très, très large, si vous voulez, au niveau des titulaires de bachelor qui sont admis sans condition pour participer dans ces masters. Après, on a des questions de personnes qui sont dans les HES ou HEP, mais à condition que c'est des formations telles que travail social ou éducation spécialisée ou enseignante d'école primaire, comme ça existe dans le canton de Vaud, le canton de Valais. C'est des étudiants les bienvenus à qui on donne facilement l'équivalence, et des autres cas de figure, il y a une petite procédure qui existe chez nous aussi, comme par ailleurs, pour décider au cas par cas de l'équivalence ou non pour être admis sans condition dans cette formation. Et puis les débouchés, c'est une grande question, et puis des fois nous-mêmes, on reste dans ces questions, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette formation? Je pense il y a un tout petit secteur droit de l'enfant qui existe. C'est-à-dire, il y a dans l'Office fédéral des assurances sociales, par exemple, donc qui est dans l'administration fédérale à Berne, et il y a une petite équipe de 2-3 personnes qui sont là pour les droits de l'enfant, et dont une de nos anciennes étudiantes, elle a un poste, elle est fonctionnaire à Berne, et travaille sur les questions de droits de l'enfant. Maintenant, la même chose où il y a des postes de ce type aussi dans certaines administrations cantonales, des ONG droits de l'enfant, il y a des ONG ici autour de nous, il y a Terre des Hommes Suisse, Terre des Hommes à Lausanne, pour donner ces exemples. Au niveau international, il y a Save the Children, où il y a des organisations internationales telles que l'UNICEF, donc il y a qui mobilisent, qui ont besoin des spécialistes vraiment en droit de l'enfant. C'est quand même une partie des débouchés qui est possible. Mais de l'autre côté, il y a aussi un nombre de débouchés qui sont
où on va amener des personnes qui ont étudié les droits de l'enfant dans des professions plus généralistes. Par exemple, on a le secteur de protection de l'enfance, qui est un vaste secteur des enfants qui ont été en conflit avec la loi ou des enfants qui ont eu un contexte compliqué à la maison et qui ont été pour des raisons X ou Y suivis par les services sociaux qui ont été placés. Donc c'est un secteur plus vaste que seulement droits de l'enfant, mais dans ce secteur protection de l'enfance, il y a aussi des spécialistes des droits de l'enfant qui sont les bienvenus ou qui sont même des fois recherchés. Ou la même chose, par exemple, pour l'enseignement, des personnes qui ont fait une HEP dans le cadre de l'enseignement peuvent tout à fait être aussi être engagés avec cette particularité en plus d'avoir un diplôme supplémentaire en droit de l'enfant. Donc on est formé dans une branche en tant que bachelor en travail social, en enseignement, donc des fois des bachelors qui pourraient déjà ouvrir à des professions, mais avec ces formations en droit de l'enfant, on a ça en plus. Alors, donc, on est des innovateurs. Je disais, c'est en 2012, pardon, en 2008 quand on a commencé, donc on existe 12 ans, mais je crois quelque part, on reste imprégné par cet esprit d'innovation. En tout cas, je vois mes collègues aussi par rapport aux enseignements. Maintenant, on a le défi de l'enseignement à distance. Comme tout le monde, on est un peu basculé dans nos habitudes, mais quelque part, cette nécessité d'innover est aussi intéressante et donc on le prend quelque part aussi comme défi pour que cette formation puisse continuer à vivre et à se renouveler un peu tout le temps. L'idée, vous comprenez en tant que directeur, que je suis très attaché aussi à ces gens, à cette dynamique, à ce que notre institution, à ce que notre centre et nos formations s'inscrivent aussi dans une dynamique d'innovation et d'évolution pour garder aussi en fait cette attractivité de la part des étudiants. La formation en telle quelle, pour la comprendre, pour voir comment elle est construite, on applique ce que j'ai appelé à d'autres temps une sorte de pédagogie interdisciplinaire, même si ce n'est pas toujours clair pour tout le monde qu'est-ce que ça veut dire, une pédagogie interdisciplinaire. Mais ici, la réflexion derrière cette formation, c'est donc on a un plein de disciplines qui se croisent tous autour des droits de l'enfant, mais comment est-ce qu'on peut faire de cela aussi quelque chose de cohérent et pas juste un brouhaha, une sorte de marché où tout est à disposition, mais aussi d'amener une cohérence dans cette formation. Alors, cette cohérence, elle est visible déjà dans la façon dont elle est structurée en 3 semestres d'études, avec un premier semestre que j'appellerais ici vertical dans le sens il est plus disciplinaire, où c'est un semestre pluridisciplinaire, il y a des disciplines, l'une à côté de l'autre, qui abordent les droits de l'enfant. Dans le deuxième semestre, on a une approche que j'appelle ici horizontale, on a une approche thématique et on va investiguer un thème avec les différentes disciplines qui vont s'intéresser à un thème spécifique. Et le troisième semestre est le semestre un peu de conclusion ou d'intégration de ces 2 premiers et qui se concrétise à travers un travail individuel. Donc là, c'est des petits points, donc c'est un semestre qu'on pourrait caractériser par la verticalité, l'horizontalité, plutôt par sa singularité ou son individualisation dans les études. Alors, le premier semestre d'études, donc on a ici le schéma, je dirais, vertical, et là, en fait, c'est, en tout cas par rapport à une grande partie des formations qui sont offertes à l'université, c'est le plus classique, c'est-à-dire on a un jour, le lundi, vous avez le professeur Darbellet le matin, Dr Vairini l'après-midi, et un cours dans un sujet le matin, dans un autre sujet l'après-midi. Le mardi, vous avez psychologie de l'enfance avec le professeur Jaffé. Le mercredi, vous avez mon cours et celui de Stocklin. Donc, c'est on vous amène ces différentes disciplines. Donc, comme vous voyez, les disciplines qui sont enseignées, c'est psychologie de l'enfance, sociologie de l'enfance, enfants et droits humains. On a un cours qui est scindé en 2 parce que c'est 2 approches un peu différentes, mais c'est le même enseignant qui réfléchit aussi sur cette posture inter- et transdisciplinaire, ce que ça veut dire, et qui aussi a des apports de méthodologie, d'éthique de la recherche. Et enfin, il y a des cours
donné par deux chargés d'enseignement. C'est un cours sur le droit de la famille et protection de l'enfant et un cours sur le droit pénal des mineurs. Donc, c'est un repas assez complet pour 30 crédits ECTS, qui est la valeur d'un semestre, et avec, enfin, comme vous voyez, les cours de psychologie, sociologie, emploi et droits humains, et le cours intertrans et méthodologie, 6 crédits chacun, et puis après 4 et 2 crédits pour les cours en droit de la famille et en droit pénal des mineurs. Cette première année d'études se termine par une session d'examen en janvier et février, et on passe dans le deuxième semestre, qui est, comme je disais, le semestre où les disciplines sont mobilisées autour d'une même thématique. Donc, plutôt que de faire tout en parallèle, on va faire maintenant, on va dans des séances consécutives. On a les cours blocs. Et comme vous voyez dans les dates, on commence un enseignement par un séminaire interdisciplinaire. Donc, SI, c'est des séminaires interdisciplinaires autour d'une thématique. La première, c'est la participation, qui est un thème hautement au centre des discussions dans les droits de l'enfant. Donc, c'est est-ce que l'enfant qui a le droit à participer. Et pendant 3 semaines, le professeur Stöcklin, qui est l'enseignant responsable pour cet enseignement, mais dans le cadre de ces 3 semaines, il va aussi s'appuyer sur plein d'intervenants externes. Ça peut être des intervenants d'autres branches ou d'autres centres de recherche, ou ça peut être des intervenants aussi éventuellement de la pratique pour illustrer les propos. Donc, on a cette approche, on s'investit dans un thème pendant 3 semaines. C'est une forme de court bloc, donc et avec aussi l'examen ou les prestations de contrôle de connaissances qui sont intégrées dans ces 3 ou 4 semaines. La deuxième thématique, on réfléchit avec moi alors à ce moment-là comme enseignant sur la défense et promotion des droits de l'enfant. Il fait une sorte de méta-analyse du champ. On regarde, mais c'est qui ces acteurs qui défendent les droits de l'enfant, avec quelle ambition. Donc, on va aller, le mouvement social en faveur des droits de l'enfant, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'on le comprend bien? Donc, on va s'intéresser à cela, et là aussi, de nouveau, avec différents regards. Et souvent, dans ces différents séminaires interdisciplinaires, on va aussi faire des travaux de groupe ou faire aussi dynamiser l'enseignement. Moi, par exemple, j'utilise la pédagogie de la classe inversée, où il y a des groupes d'étudiants qui enseignent certains thèmes aux autres étudiants. Prochain thème, violence et maltraitance. Donc, il y a aussi un des grands thèmes du champ des droits de l'enfant. Là, c'est Philippe Jaffé qui donne qui chapeaute ce séminaire, et toujours un peu avec les mêmes idées qui sont là. Donc, on a un enseignant qui est là, mais ce n'est pas la même personne forcément que vous voyez pendant 4 semaines, mais c'est la personne qui organise, qui donne une cohérence aussi à ces enseignements et qui est responsable pour ces 4 semaines. On a enfin le dernier thème, c'est droits de l'enfant, éducation et créativité, avec Frédéric Darmaison et Moody. Donc, c'est autour de l'éducation aux droits de l'enfant. Il y a des liens aussi avec la créativité. C'est des champs de recherche très intéressants que mes collègues ils amènent aussi dans ce cours pour réfléchir sur l'école, pas que d'aujourd'hui, l'école de demain, une école où l'enfant est au centre, mais ça veut dire quoi et comment est-ce qu'on peut les penser à ce niveau-là, ou l'éducation aux droits de l'enfant. Donc, si les droits humains font partie de l'enseignement civique, alors, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre, ou qu'est-ce qui existe déjà comme outils, comment est-ce qu'on peut les analyser, les évaluer éventuellement. Enfin, ce deuxième semestre se termine par un projet interdisciplinaire qui peut prendre plusieurs formes, et en gros, l'ambition de ce projet interdisciplinaire, c'est de donner aux étudiants dans des groupes de 4, 5, 6 éventuellement, un lien avec la pratique. Maintenant, l'année passée, ça a été compliqué dans les conditions d'enseignement à distance et d'accès au terrain un peu plus difficile, mais ça peut être, on a fait dans des années précédentes, d'aller s'investir dans une commune, par exemple, 5 étudiants qui ont pendant 1 mois été à Nyon pour interviewer des responsables politiques, interviewer des enfants et des jeunes, récolter des données pour à la fin faire un rapport sur la question de qualité de vie des enfants et des jeunes dans la commune de Nyon et restituer ça aux responsables politiques locaux. Ce genre de projet qui veut à la fois intégrer l'ensemble des connaissances acquises jusque-là et aussi chercher un lien avec une application pratique ou avec un lien réel. Alors, le troisième semestre d'études… Pardon, oui?
Je voulais savoir, par rapport aux étudiants qui n'ont jamais fait de droit, est-ce que c'est compliqué, enfin, est-ce que ça les péjore dans une manière ou une autre, étant donné qu'il y a beaucoup de cours, enfin, qui sont orientés sur le droit normal, je voulais savoir par rapport à ça, en fait. Non, disons, on a en général, on n'a pas, je sais pas, 10%, on a 4-5 étudiants qui ont fait le droit. Donc, si on prend D'accord. dans ce premier semestre, c'est vrai que, en tout cas, les cours de Loïc Parra et Michaela Vairin, donc droit de la famille, protection de l'enfant et droit pénal des mineurs, là, c'est vraiment une approche juridique, si vous voulez, du champ, mais en même temps, les enseignants sont tout à fait conscients que Mhm. la majorité des étudiants n'ont pas fait le droit avant, et donc le cours est adapté pour. Dans mon propre cours enfants et droits humains, voilà, ça part aussi des droits, mais en fait, on va très, très vite aussi au-delà de l'approche purement technique juridique. Donc, c'est en soi, c'est pas du tout un problème. D'accord, merci beaucoup. Et si jamais il y a d'autres questions dans Oui, le... Ouais. j'ai vu, c'est un peu difficile, mais je vais regarder aux questions, j'essaye d'aller au bout. Moi, Euh, je vous pose juste ma question, j'ose, monsieur, parce qu'en fait, je suis en stage dans une classe et je dois partir bientôt. oui. Donc, ma question, c'est en fait, quelle est la valeur d'un bachelor en sciences de l'éducation, orientation, enseignement primaire, couplé avec un master en droit de l'enfant? Est-ce qu'on peut vraiment tendre, disons, à postuler dans une ONG ou à l'UNICEF, des choses comme ça? Est-ce qu'on a des chances d'être pris ou en fait, ça apporte pas grand-chose, disons, à notre bachelor de base? C'est des questions, c'est extrêmement difficile d'y répondre. Je ne suis pas dans la tête non plus des recruteurs. Donc, on peut juste, enfin, dans le passé, quand je regarde ce qui s'est passé avec des personnes avec ce profil, je sais que beaucoup de nos étudiantes qui ont fait à la base une formation en enseignement, soit Mhm. HEP, soit HEP Valais ou Vaud, Béju, ou à Genève, le certificat d'enseignement primaire ou le bachelor d'enseignement primaire, ont quand même continué à suivre cette voie de l'enseignement. Et là, ils avaient ce plus parce qu'ils ont cet enseignement plus. Donc, pour certains, ça a été un plus de l'exploiter même dans leur classe, d'être enseignant, responsable de classe et d'amener cette particularité qui se regarde. Donc, j'ai vu que, enfin, quand je regarde derrière, ça a été pour beaucoup bénéfique dans leur propre, dans le bagage intellectuel que ces personnes ont en tant qu'enseignants. Et de l'autre côté, est-ce que oui, non, est-ce qu'on a pu avoir imaginé avoir accès à des postes d'ONG? Ça dépend vraiment un peu à la fois de votre propre profil, de ce que vous faites, quelles sont vos ambitions, quels sont éventuellement le stage que vous avez fait, le mémoire sur lequel vous avez travaillé, quel réseau est-ce que vous avez construit et quels sont les postes demandés. C'est extrêmement difficile, je dirais, de répondre d'une manière affirmative pour le futur, mais moi, je pense beaucoup, enfin, je crois beaucoup dans l'engagement personnel qu'on peut avoir. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je pense que vous mettez plus de chances de votre côté avec ce master comparé à quelqu'un qui ne l'a pas. D'accord. Il n'y a jamais de garantie dans cela. Et le master, il n'y a aucune chance qu'il soit déplacé à Genève, le campus? Alors actuellement, il n'y a absolument pas de discussion là autour. Non. Ok, Donc, d'accord. donc, donc, il a lieu vraiment, il est à Sion. Maintenant, oui, il est à Sion. Je Merci. vais, j'ai encore une autre question qui est là et que je prends alors juste en passant. Donc, oui, donc c'est actuellement, on est en train d'enregistrer aussi. Donc, vous allez pouvoir revoir euh, ces slides. Et puis, en fait, donc l'enregistrement et aussi les informations se retrouvent aussi sur notre site web. Donc, sur le site web, vous allez trouver toutes, en fait, les mêmes informations que celles qui sont sur ce slide. Je continue parce que le temps, il me presse un peu pour arriver au bout de ma présentation. Donc, j'en étais au deuxième semestre, le troisième semestre d'études, qui est un semestre d'études, comme je disais, individuel dans le sens où c'est la personne, l'étudiant qui choisit, soit de faire un stage, soit de faire un programme d'études individuelles, ça veut dire de faire pour 9 crédits ECTS des cours supplémentaires dans des autres facultés, voire dans d'autres universités en Suisse, voire même dans un séjour Erasmus qui est aussi possible. Et puis pour tout le monde de faire un mémoire de recherche donc qui est dirigé ou avec l'accompagnement d'un membre du corps enseignant. Et donc ça c'est ce troisième semestre, donc c'est question de mémoire et de mémoire de maîtrise qui est quand même assez costaud, 20 crédits ECTS. C'est un travail d'envergure, mais dans lequel je vois aussi beaucoup d'étudiants s'investissent et apprennent aussi énormément
pour avancer dans leur réflexion. Alors, est-ce que nous sommes les premiers? Ben, je réponds un peu ici à cette question. Où est-ce que nous sommes? Peut-être, hein, c'est une particularité en tout cas de notre centre, donc qui est, là vous voyez le bâtiment, ben, on est accessible par transport public. En Valais, la plupart de nos étudiants et étudiantes viennent quand même s'installer en Valais pour le temps, en tout cas cette année, c'est 9 mois de 2 semestres d'études, soit il y a un campus avec quelques chambres sur place, mais aussi la ville de Sion a aussi des autres étudiants et offre, enfin il y a une offre en tout cas de logement qui existe. Et d'autres personnes qui sont jusqu'à Lausanne, qui font la navette et qui viennent en train. Donc, il y a un peu les deux cas de figure qui existent. Mais bon, ça, vous pouvez trouver. Il y a je vais terminer là-dessus parce que sinon, pour pouvoir prendre encore quelques questions, on a des horaires de cours aussi adaptés quelque part à cette navette. Donc, on commence le lundi et on s'arrête à jeudi à midi avec les enseignements. On a des heures qui sont assez rythmés par rapport au transport public. Donc, on a une pause qui est limitée à midi, mais en fait, d'autres engagements en tant que programme d'enseignement, c'est de commencer à 9h moins quart à midi et de 1h à 4h15. Comme ça, il y a les transports publics pour vous ramener de retour pour les personnes qui font la navette. Et le vendredi, il n'y a pas de cours, donc ça permet aussi, donc ni le jeudi après-midi, ni les vendredis, donc il n'y a pas de cours en principe, c'est peut-être une fois sur une année académique qu'on a une activité le vendredi, mais ce qui permet aussi de planifier des éventuels petits travaux à côté ou voire de combiner ses études avec un travail à temps partiel. Voilà, donc ici je vous avais dit, comme c'était les statistiques que j'avais fait pour une présentation au rectorat l'année passée, puis c'est toujours sympa de montrer comment nous, ça monte quoi. Donc je vous rassure, c'est pas les chiffres Covid en Valais qui sont plutôt en train de redescendre, mais c'est vraiment le nombre d'étudiants. Et puis là, on stabilise, enfin, on est vers ces 60, donc on est maintenant nouveau à 60 étudiants où nous sommes. Et bon, il y en a les collaborateurs, je ne vais pas vous les lister, ils sont sur le site web, mais je vais juste montrer cette image pour donner encore une question un peu, je dirais, méta-commentaire sur la nature même de ces études. C'est-à-dire, c'est des études où on dit, ben, il faut réfléchir. Donc, bien sûr, il y a une tension en droit de l'enfant. Je travaille là-dessus avec les étudiantes et les étudiants. C'est ces thèmes. On a envie aussi d'améliorer la vie des enfants. On est engagé souvent quand on fait ce choix ou quand on fait le choix de ce type d'études. Et puis, en même temps, pendant notre formation, ce slogan qui vient un clin d'œil à l'université où moi-même j'ai étudié et fait ma thèse de doctorat à l'université de Gand en Belgique, qui avait ce slogan « Oser réfléchir » il y a quelques années, une dizaine d'années aussi pour le recrutement d'étudiants. Donc en fait, c'est ce que nous on essaye de faire avec cette formation, de vous inviter à réfléchir autour de cela.